Bonjour tout le monde, donc pour ce live Twitch, je vous propose cette semaine d'écouter ensemble le live 6 du podcast sur le matrimoine, l'épisode sur la pénibilité au travail des femmes. C'est un épisode dont j'ai eu assez vite l'idée en commençant ce podcast autour du matrimoine, parce que au fil des interviews que j'ai accumulées, etc., et surtout au gré des archives que je récupérais, des interviews qui ont été opérées par d'autres personnes, et notamment des étudiantes et des étudiants de l'école supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix, l'ESAT, où là, sort quand même à plusieurs reprises des questions de difficultés au travail, de danger au travail, et petit à petit, je me suis dit, bon, en fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ça. Et c'est un épisode un peu particulier, c'est un épisode où je parle beaucoup plus que sur les autres épisodes, parce que là, j'ai personne que moi j'ai interviewé directement. C'est uniquement des utilisations d'images d'archives. Et en plus, la souffrance au travail ou la difficulté au travail, peu importe le nom qu'on veut donner à ces phénomènes-là, parce que pénibilité, c'est pas forcément d'ailleurs le terme le plus adapté. Pour parler de difficultés au travail, de souffrance au travail, c'est un sujet qui nécessite particulièrement d'être documenté et dont la source orale, elle est vraiment importante. Ça, c'est clair, il faut que le témoignage puisse être rendu, mais il faut également documenter pour expliquer ce dont on parle, de quelle proportion on parle. J'ai tenté d'ailleurs dans la communication de faire comme ça quelques volets avec quelques chiffres un peu précis et 2-3 phrases un peu choc pour qu'on se dise ok, je vais aller écouter l'épisode pour qu'on ait un aperçu un peu plus global de la question. Ça reste de toute façon qu'un aperçu très vague. C'est aussi un peu, je me suis retrouvé un peu embêté parce que par manque de temps je me suis pris tard pour le faire. Et en fait avec du recul je me dis j'aurais aimé interviewer un ou une spécialiste du sujet pour simplement apporter un témoignage d'expert ou un sociologue qui aurait travaillé dessus, ou un ou une experte d'un organisme qui, comme l'ANACT par exemple, qui s'occupe de ces questions de santé au travail. Mais bon, ça n'a pas pu se faire comme ça. Donc l'épisode est tel qu'il est. Je vais quand même essayer un jour de le faire écouter à un expert ou une experte et d'avoir un avis retour sur ce podcast. Mais bon, on verra. Je vais tout de suite le lancer. Alors, tac, je le cherche sur mon ordinateur. En tout cas, bienvenue aux spectateurs ou à la spectatrice qui nous a rejoint. Je ne sais pas qui tu es parce que je ne te vois pas, mais salut à toi et fais-moi coucou dans le stream, dans le chat si tu veux. Ah bah super. Bonjour Milredison 598 et bienvenue. Et on va écouter dès maintenant l'épisode numéro 6 de ce podcast sur le matrimoine. Hop. Alors, tac. Et c'est pas le bon. Celui-là, épisode 6. C'est parti. Auditoris, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans ce 6e épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Chaque semaine, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes, et nous participons ainsi à ce grand travail collectif de transmission. Cela fait plusieurs semaines déjà que nous interrogeons la place des femmes dans l'entreprise. Nous avons parlé de l'arrivée des femmes dans l'industrie et du questionnement du travail à la maison. On a également pu aborder des sujets comme les discriminations sexistes qu'elles subissent dans leur métier. Mais il y a aussi une énorme discrimination que subissent les femmes dans l'entreprise, c'est l'invisibilisation de la pénibilité de leur travail. D'une manière générale, la considération de la pénibilité au travail est une histoire plus récente que celle de l'industrialisation, de fait.
C'est par l'entretien du rapport de force entre travailleurs et patrons que la considération de la pénibilité a été prise en compte dans le travail. Sur le port de charges lourdes, par exemple, les rythmes éreintants, les postures difficiles. Certaines œuvres ont d'ailleurs témoigné de cette difficulté au travail et ont participé à les rendre visibles, comme Les Temps modernes de Charlie Chaplin par exemple. Michel Perrault, grande historienne de la grève et du travail des femmes, témoigne de la difficulté qu'ont les femmes à s'organiser collectivement pour porter leurs revendications. Souvent, elles démontrent une posture légalisante dans la lutte, voire reconnaissante envers le patron ou la justice, la loi. Des longues journées, au début je travaillais aussi avec la production. Je devais produire. Mais bon, sinon je peux dire que ça a été un métier enrichissant. J'ai aimé. J'ai eu des périodes difficiles au début, parce que je devais un petit peu travailler partout. J'ai mis un petit peu la main partout. Mais bon, maintenant avec le recul, je me dis, j'ai quand même perfectionné. Et puis quand j'étais échantillonneuse, bon, c'est là où vraiment j'ai appris beaucoup. Je suis une personne qui s'adapte avec tout le monde. J'ai travaillé avec des petites jeunes, il n'y a jamais eu de soucis, bien au contraire. Dolores de Matos était échantillonneuse à l'Union Textile de Tourcoing, l'UTT. Son interview et toutes les autres que nous entendrons aujourd'hui ont été réalisées par des étudiants et des étudiantes de l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix. Le début, quand je travaillais vraiment à la rétraction, oui, c'était difficile parce que parfois on travaillait avec des grosses bobines. Alors on avait à peine le temps d'alimenter toutes les bobines, que 10 minutes après on devait remettre toutes les bobines, reattacher avec des nœuds de tisserand. Il y avait des journées fatigantes. C'était un travail répétitif? Oui, répétitif. On devait remettre des grosses bobines comme ça, re-enfiler, refaire des nœuds de tisserand et puis... Qu'à l'échantillonnage, c'est pas pareil. J'étais quand même pas sur une machine. L'échantillonnage, c'est que je suis dans mon petit bureau et je préparais des tricots. La période qui a été la plus difficile pour moi, c'est quand je prenais le bus des mines. Parce qu'en somme, je faisais d'1h à 9h, mais je devais prendre le bus à 10h15. Être à la maison à 11h30, minuit moins quart, quand le temps n'était pas bon. Ça, c'était des sacrées journées. Travailler voulait dire risquer son intégrité physique, si ce n'est sa vie. Il y avait des moments, il y avait des incidents, surtout avec les Stanley. C'est un couteau, quand on avait des barbes qu'on devait couper. Là, il fallait faire attention quand même. Que maintenant, on a quand même des Stanley qui sont beaucoup plus modernes. On peut retirer la lame. Qu'avant, c'était des Stanley qu'on avait des lames carrément qui sortaient. On avait quand même des incidents vis-à-vis des Stanley. Mais aujourd'hui, beaucoup. Je me rappelle que quand je travaillais tout au début, on était obligé d'avoir un tablier. Et les cheveux attachés, tout le temps. Le tablier est obligatoire. Il faut les chaussures de sécurité. Alors, au début, c'était bruyant. Oui, il y avait des machines quand même qui étaient assez bruyantes. Au début, quand je travaillais à la rétraction, au bobinage, tout ça, c'était plus bruyant. Il y avait quand même pas mal de bruit. Florence Chappert, responsable genre, santé et conditions de travail à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, reconnaît la difficulté qu'ont les femmes à démontrer la pénibilité de leur travail. Je cite, « Les critères de pénibilité réglementairement reconnus concernent en majorité des emplois qu'occupent des hommes. Les entreprises ont naturellement tendance à s'attaquer en priorité aux risques lourds, qui sont les plus visibles. Elles voient moins les risques de situations plus légères, entre guillemets. Or, ce sont ces risques qui concernent davantage les femmes, et ils sont plus difficiles à remarquer. » Catherine Labbé, de la même agence, raconte ce rapport d'échelle en prenant l'exemple d'une imprimerie normande. Les travailleuses de cette imprimerie, contraintes toutes les 45 secondes d'attraper des piles de cahiers de quelques kilos, avaient parfois porté jusqu'à 11 tonnes dans une journée. La raison de ces invisibilisations se considère également par la précarité de leur contrat. Les hôtesses de caisse, un métier majoritairement féminin, scannent environ 1 tonne de marchandises par heure. C'est énorme. Mais parce que souvent leurs contrats sont partiels, et parce que le calcul donne plus de place au poids moyen qu'au poids total soulevé, eh bien elles n'accèdent pas à la reconnaissance du port de charges lourdes. Et oui, vous avez beau porter 4000 paquets de pâtes par heure, on considère que vous ne portez que des objets de 250 grammes. Tant pis pour vous. Cela s'explique aussi parce que ce sont les hommes qui se sont emparés de cette question de la pénibilité, dans des branches comme le bâtiment, la chimie ou la métallurgie. Des branches où ne sont employés quasiment que des hommes.
Donc on faisait de l'ameublement, on faisait du vestimentaire, donc du papier cadeau, donc on pouvait toucher vraiment à beaucoup de choses. Sylvie Frémaux, ancienne designer coloriste. Et ça un peu partout dans le monde, et on avait la chance de voyager dans de très bonnes conditions, parce que c'était les époques phares où l'économie était très très bonne, et donc voilà. Donc, bon, un bureau de création, bon, voilà, on travaille dans des conditions quand même, on va dire, si on peut parler de physique ou physiologique, qui sont plus que agréables. Par contre, effectivement, dans l'usine, on est quand même sur un site de production, donc énormément de bruit, énormément d'odeurs, parce que avant que ne commencent à arriver les réglementations pour les solvants, donc c'était des encres qui étaient faites avec des solvants très très forts. Donc à respirer, je peux vous dire que c'était quand même costaud. Pourtant, nous, on ne faisait qu'y passer, mais on sentait quand même, effectivement. Et puis, quand même, des gens qui travaillaient en 3-8. En 3-8, c'est faire les postes. Donc, c'est matin, après-midi, nuit. Voilà. Et mon mari, lui, travaillait dans le site de production. Et quand tout a été informatisé, il y avait 50 personnes. Voilà, on en a gardé 10. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution. Alors l'évolution, elle permet effectivement de pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi au prix, au détriment qu'il y ait moins de personnel, et il y a besoin de moins de machines, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça le métier de designer textile. C'est allier créativité, technologie, adaptation au marché, aux tendances, voilà, être précurseur, mais pas trop, ça, voilà, et savoir travailler à tous ces stades-là. Depuis 2001, sur une période de 15 ans, les accidents du travail augmentent pour les femmes, plus 30%, et ils diminuent pour les hommes, moins 29%, selon un rapport de la DREES de 2015. Alors c'est une bonne nouvelle évidemment pour les hommes, mais c'est bien malheureux que ça augmente pour les femmes. Le travail des femmes est souvent déconsidéré. Dans une enquête sur la reconnaissance des TMS, 36% des demandes féminines sont acceptées, contre 61% des demandes masculines. Les problèmes de santé des femmes sont en effet bien plus souvent renvoyés à des difficultés physiques ou psychiques considérées comme naturelles, dont on juge qu'elles ont une origine autre que le travail. La production de savoir sur les expériences des femmes et des hommes au travail est liée au biais de la production scientifique, en l'occurrence ici du genre. Certains risques sont considérés comme acceptables, voire naturels. Les maladies de femmes sont perçues comme ne relevant pas de la maladie professionnelle, parce qu'on considère qu'elles peuvent aussi avoir des origines domestiques. Ainsi, des inégalités sont entretenues, des attentions ne sont pas portées aux problèmes des femmes. En soi, d'ailleurs, le terme pénibilité lui-même est à questionner, pour l'ensemble des travailleurs. Comme le dit le sociologue Pascal-Marie Chalard, si on remplace pénibilité par exemple par exposition à des risques de brûlure, tout de suite on change l'acceptabilité de ces situations. En fait, j'ai été licenciée économique pour les raisons, voilà, qu'on sait tous. Isabelle Sartier-Bon, designer textile. Honnêtement, ça m'a soulagée. Bah oui, parce qu'au final, on n'était pas nombreux, donc on devait gérer énormément de choses, et pas que la partie textile, justement, dans ce genre de boîte, on gère tout de A à Z, des tendances à la communication visuelle, pour par exemple tout ce qui est catalogue, shooting photo, etc. Donc en fait, on n'est pas que styliste, on est directrice artistique, responsable de collection, enfin tous les intitulés de la Terre. Et du coup, ça m'a soulagée, je me suis dit, c'est bien parce que je voulais former en fait. Donc j'ai repris mes études dans les sciences de l'éducation, avec tout ce qui est outils du numérique. Et en plus, je prenais beaucoup de stagiaires de l'ESAT. Là où j'étais maître de stage du coup. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait d'enseigner et de former. Sur place, pendant que j'y étais et qu'on travaillait, au début on avait son temps pour
pour coudre, pour faire sa pièce. Mais après, il y avait parfois des gens derrière vous qui chronométraient justement le temps. Oui, c'était le début où après, il fallait aller vite, quoi. Ah oui, on chronométrait. Et d'un sens, quand on l'avait derrière soi, on se disait, bon, on va pas aller trop vite parce que plus celle qui était contrôlée allait vite, plus les autres devaient faire pareil. C'était au détriment des autres ouvrières de nos compagnes. Alors c'était certainement 8h midi, on avait 1 heure, quelque chose comme ça pour manger, puisqu'on allait en bas, il y avait, je vous dis, il y avait un réfectoire pour nous, on déposait nos gamelles, c'était vraiment convivial, et on remontait une fois qu'on avait fini de manger, on recommençait jusqu'à 5h30, 6h. Oui. Ah oui, oui, oui. Il y a longtemps que j'ai pas visité un atelier moderne de... De toute façon, il n'y en a plus... Je sais même pas s'il y en a encore ici dans la région. Hein. Mais il faut avouer que les machines, alors ben oui, moi j'ai vu des doigts coupés, des gens qui tout à coup avaient une aiguille dans le doigt. Ben oui, quand même. Hein. Nicole Coine, culottière chez Herbaut de Nelin à la retraite, montre bien les transformations du métier qui ont vu venir une très forte pression sur les femmes. D'ailleurs, les employeurs sont souvent dans le déni pour le travail des femmes, note Marie Peset, psychologue spécialisée dans la souffrance au travail. Dans beaucoup de métiers à majorité féminine, les risques ne sont pas mesurés comme le bruit dans les crèches par exemple, ou le porter des patients pour les aides-soignantes. Et non seulement le risque de santé des femmes a tendance à être diminué, mais il n'est même jamais intégré dans une globalité. Laurent Vogel, chercheur en conditions de travail à l'échelle européenne, annonce que le temps de travail hebdomadaire moyen des femmes s'élève à 64 heures par semaine contre 53,4 pour les hommes, si toutefois on considère le travail domestique. Vous savez, quand vous partez en retraite, vous vous dites ah ben, on a bien travaillé, j'ai travaillé 42 ans. Mais c'est vrai que après, quand vous êtes en retraite, ben, le salaire n'est plus du tout pareil. Pour ça, la confection, bon ben, c'est le textile, et le textile, ça ne rapporte pas. Hein. Mais c'est vrai que vous avez un salaire, comme moi, je gagnais 1100 € en travaillant. Et là, ici, j'ai 950 €. Si vous avez un autre métier, prenez un autre métier. Comme le montre Morissette Marquilly, ancienne couturière chez Frémaux Delorme, il peut être difficile de vivre avec une petite retraite. Celle des femmes est inférieure en moyenne de 40% à celle des hommes. Et une fois à la retraite, certaines affections sont plus présentes chez les femmes que chez les hommes, notamment liées à des violences intrafamiliales dont l'impact est sous-évalué. Catherine Labbé, de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, pense que la meilleure prévention qui puisse exister pour les troubles de santé passe par la mixité des postes. Une entreprise n'est pas mixte d'ailleurs parce qu'elle compte autant de femmes que d'hommes, dit-elle. Si les femmes sont confinées à certaines tâches et les hommes à d'autres, eh bien ça n'est pas de la mixité. C'est donc par la mixité, par une meilleure compréhension des postes des hommes et des femmes, par le fait que chacun puisse avoir accès à l'ensemble des métiers et pour baisser collectivement la pénibilité de l'ensemble des postes, eh bien tout simplement qu'on arriverait à une meilleure santé en travail de tout le monde, des hommes comme des femmes. Cet épisode est désormais terminé. Je vous remercie chaleureusement de l'avoir écouté. Je vous invite à en parler autour de vous, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu, et qui pourtant ont accepté de témoigner à ce micro. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques Voilà, je vous récupère. Oui, je vous épargne le générique de fin, parce que du coup, autant le faire moi-même directement, et puis en condensant un peu les infos, parce que tout n'est pas forcément pertinent. J'espère déjà que cet épisode vous a plu. Il était, comme je le disais en introduction, un peu différent des autres, parce que pour deux raisons. Non seulement parmi les personnes qu'on a entendues, il n'y en a aucune que j'ai interviewée moi-même. Elles ont toutes été interviewées par des étudiants et des étudiantes de l'ESAT, l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix, qui avait mené un projet avec les Archives nationales du monde du travail qui s'appelait La Fibre Féminine. Donc d'ailleurs l'expo est encore en ligne, hein, il suffit de taper lafibreféminine.fr.
tout ça tout de suite, je vérifie. Fibre féminine, lafibreFéminine.fr, sans accent, tout collé. Pour accéder à cette expo, on entend comme ça tous les témoignages, avec à chaque fois un petit descriptif des métiers. C'est super intéressant. Et donc, ce sont ces archives-là que moi j'ai utilisées dans l'émission, et j'ai beaucoup fait de recherches à ce sujet. Donc je suis tombé notamment sur des informations de chercheurs, de sociologues qui parlent du travail des femmes. On entend Pascal Marie-Chalard, on entend aussi Laurent Vogel, mais également des salariés, notamment Florence Chappert et Catherine Labbé, de l'Agence nationale j'ai peur de dire une bêtise, mais dont le métier c'est justement d'avoir une veille sur la pénibilité au travail, et d'y apporter, notamment pour Florence Chappert, un prisme du genre et des discriminations liées au genre. Et donc, nécessairement, moi ce que je raconte c'est incomplet, et c'est biaisé. Je vous invite de toute façon à continuer à poursuivre les recherches, à en parler autour de vous, et à interroger aussi les femmes sur leur travail et ce qu'elles vivent. Moi j'ai quand même retenu quelques trucs qui m'ont vraiment marqué au gré de ces recherches. C'est que de la même manière que les femmes sont précarisées dans leur travail, elles ont en moyenne des contrats plus courts, des contrats à plus court terme, des contrats qui sont moins valorisés, dans des métiers qui sont aussi moins valorisés, des métiers du soin, les métiers liés à l'hygiène aussi. Et dans ces cadres-là, sont des métiers qui peuvent apparaître de la part des employeurs ou de la société civile d'une manière générale, comme des choses qui relèvent de la compétence naturelle, avec des gros guillemets, des femmes. Et j'entends par là prendre soin des autres et faire le ménage, et c'est assez horrible parce que c'est pas vrai, et du coup, ce qu'elles vivent dans le cadre de leur travail, c'est renvoyé à, de toute façon, c'est quelque chose qu'elles savent faire, donc on va pas porter une attention particulière. Alors que pour des hommes qui ont aussi parfois des pénibilités au travail qui sont beaucoup plus visibles, évidemment, quand on bosse dans l'industrie de métaux lourds, dans la sidérurgie, oui, les phénomènes de chaleur, d'aspiration de poussière, etc., elles sont très fortes. Et il faut une reconnaissance de la difficulté d'exercer ces métiers-là et des maladies professionnelles que ça peut engendrer. Sauf que du coup, quand ce sont des choses qui sont moins visibles ou moins frappantes, en tout cas dans l'imaginaire collectif, dans la société, on y prête moins attention. Et c'est le cas. Il y a l'exemple là des hôtesses de caisse, qui est un métier quand même très majoritairement féminin, et qui peuvent porter 1 tonne par heure. C'est énorme. Alors même si c'est que par des petits contenants, à faire défiler dans des caisses comme ça, des paquets de pâtes ou des choses comme ça, ou des paquets de nourriture, ou peu importe, mais qui sont des choses qui ont des poids relativement réduits, et encore, quand il faut porter les 6 litres de pack d'eau, et tous les centres commerciaux n'en sont pas aujourd'hui à faire le petit code-barre qu'on détache. Donc il faut le passer, ça peut déjà être lourd en termes de paquets individuels, mais ça représente des sommes énormes. Je lisais comme ça un rapport qui avait été fait dans une imprimerie en Basse-Normandie, et où les employés, il y avait un poste qui était occupé quasiment que par des femmes, et qui était celui de porter des cartons de cahiers qui sortaient de l'imprimerie, et donc les porter, les mettre, etc. Et en fait ça représentait 25 tonnes par jour de marchandises portées. C'est énorme, 25 tonnes par jour. Et pourtant c'était pas valorisé, et ça a mis beaucoup de temps. Il a fallu qu'il y ait des audits qui soient menés pour que ce soit porté, et ça avait aussi permis de révéler, toujours dans cette même imprimerie là, une autre discrimination, qui était celle de l'évolution professionnelle. Parce que pour évoluer dans cette imprimerie-là, il fallait passer par un poste de métier spécifique, qui n'était pas cité dans le rapport, mais qui était un poste qui était occupé quasiment que par des hommes, parce que jugé trop difficile par des femmes. Donc je sais pas, dans l'imprimerie, ça peut être des ports de tonnerre ou de réparation de machines, ou des choses comme ça. Et vu que c'était occupé que par des hommes, et qu'il fallait passer par ce poste-là pour évoluer au sein de l'imprimerie, et du coup il n'y avait que des hommes qui évoluaient au sein de l'imprimerie. Et les femmes, en gros, bloquées au stade du port de cahier. Et donc il a fallu réfléchir à nouveau pour cette imprimerie-là, pour repenser en fait tout un ensemble
de postes, apporter de la mixité au sein des métiers, diminuer la pénibilité du travail pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, et la mixité pour ça elle est importante parce qu'il permet aussi de montrer en fait que quand c'est des métiers qui sont uniquement féminins, on peut se dire oh bah ça va, ou au contraire aussi quand c'est des métiers uniquement masculins, on peut se dire oh bah ça va. En fait, en apportant de la mixité, on se aperçoit que c'est pas quelque chose qui est lié au genre, donc ni à la force physique, ni à des choses de l'ordre du soin ou de l'hygiène. Et ça, c'était vraiment pertinent. C'était aussi dans la mixité, ça m'avait marqué là en lisant, parce que c'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois dans des rapports, notamment écrits par Florence Chaper. Elle le dit également dans des interviews. Elle mentionne le fait que la mixité c'est important, et une vraie mixité des métiers. Pas juste que les hommes et les femmes travaillent ensemble, mais exercent les mêmes métiers, et du coup de repenser aussi parfois des process au sein des entreprises qui prennent en compte que oui, les femmes elles savent aussi manipuler des outils, et oui, les hommes ils sont aussi capables de répondre à de la clientèle. Oh, j'ai un troisième spectateur ou spectatrice qui nous rejoint, bonjour. Et bonjour également à la deuxième que j'ai raté, mais salut à toi. Quand elle parle de mixité, ça m'avait frappé parce que en faisant relire l'épisode précédent par Jenny Bernardi, qui travaille au Théâtre du Nord de Lille, qui est en charge de la pédagogie à l'école du Nord. Et Jenny qui est que j'avais contacté parce que elle est militante féministe, elle fait partie du collectif HF qui soutient le projet, et du coup je me dis bon bah allez, je vais la contacter. Elle avait accepté d'ailleurs avec grand plaisir de le relire. J'ai pas pu le faire pour cet épisode-là par manque de temps, parce que je l'ai renvoyé trop tard. Mais pour l'épisode précédent, elle m'avait fait plusieurs fois des retours intéressants sur le fait que c'était la mixité qui était important, et que parfois avoir des équipes uniquement féminines, ça pouvait donner cet effet crépage de chignon, parce qu'en fait, dans l'ensemble des équipes, il y a des jalousies qui apparaissent, etc. Et donc quand c'est des femmes, et bah, tout de suite, ça part vers un vocabulaire crépage de chignon, etc. Quand c'est des hommes, ça part plutôt dans des vocabulaires de compétition. Alors quand c'est de la mixité, bah, on parle à ce moment-là de compétition, tout simplement. Et elle avait porté mon attention sur cette terminologie-là de la mixité et de l'importance de la mixité, et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et donc là, j'ai voulu aussi remettre ça en avant dans ce podcast. Voilà, l'écoute est maintenant finie. Merci en tout cas d'avoir participé. Il n'y a pas d'autres podcasts qui sont sortis la semaine précédente. Pour la semaine prochaine, il y aura quelques nouveautés, parce qu'il va y avoir un nouvel épisode de Matrimoine qui va sortir, où là on va entendre l'entretien que j'ai eu avec Isabelle Delcroix-Nollet, qui dirige une entreprise qui s'appelle Lead Up, et qui fait des formations pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à Marc-en-Barœul, donc dans la métropole lilloise. L'entretien avec elle était super intéressant, et du coup j'ai hâte de le partager avec vous, et on parlera là notamment déjà ça veut dire quoi former, participer à des formations dans les entreprises, ou former les employés d'entreprise ou les chefs d'entreprise à cette question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais également tous les enjeux de réseau qui peuvent sortir de ça, et de la mise en réseau des femmes. Isabelle Delcroix-Nollet, c'est quelqu'un qui a eu un parcours en commençant à travailler dans les assurances et en se voyant confier des missions d'égalité professionnelle, puis en travaillant pour l'État avant de fonder sa boîte. Et donc elle a vraiment un regard comme ça assez complet aussi sur le rôle de la puissance publique dans ces affaires-là, dans le respect de la loi, etc. Donc ce sera un contenu intéressant. Et ce jeudi, il y a également le podcast Dormir qui est censé sortir. Alors ce ne sera pas un nouvel épisode en tant que tel, parce que vu que j'ai changé il y a un mois maintenant la manière de les épisodes, ce sera une remasterisation de tous les anciens épisodes. Donc je vous inviterai de toute façon à les écouter ou à les réécouter. Grosso modo, ça ne changera pas grand-chose de contenu formel des épisodes, mais ça apportera un peu plus de souplesse, un peu plus de relation à la musique aussi, et peut-être des épisodes qui seront plus audibles et plus agréables à écouter. Voilà, en tout cas, si vous écoutez l'ancienne version et la nouvelle version, vous pourrez aussi faire un retour, et je pense qu'on choisira ensemble un épisode à écouter.
Peut-être pas sur Twitch parce que je ne sais pas encore comment fonctionnent les phénomènes de sondage, etc. sur Twitch. Mais je vais probablement faire jeudi ou vendredi, au moment de la ressortie de ces épisodes, un sondage sur Instagram en story, le compte Instagram du studio L'Ambiance. Donc n'hésitez en tout cas à écouter, à suivre, pardon, n'importe quoi, à suivre évidemment et à suivre le studio sur Facebook, sur Instagram, si je suis également présent sur Twitter, sur LinkedIn. Et le podcast Dormir a également sa propre page sur Facebook, donc n'hésitez pas en tout cas à suivre ça. Et à échanger avec moi, m'envoyer des messages aussi sur ce que vous pensez, positif, négatif, mais moi j'adore vous lire, c'est hyper agréable pour moi, et c'est aussi très agréable en tant que producteur de contenu audio d'avoir un retour, parce que sinon j'ai jamais retour, donc j'imagine quand les auditions augmentent que ça vous plaît, mais c'est jamais trop, donc en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours à ce sujet-là, ça me fait toujours très plaisir. Voilà. Pas d'autres choses, merci en tout cas d'avoir participé à ce stream. Et bien, à la semaine prochaine, je vous fais des bisous, vous en parler. Je tiens quand même à mes personnes qui sont apparues dans cet épisode de Nier, parce que je n'ai pas fait le générique avant qu'on dise les pénés. Et donc merci en tout cas à Dolores Matos qui a la première partie content, Sylvie Frémont, ensuite Nicole Kwan, Isabelle Sarti est bon, et enfin Modeste Marquis. Donc merci à elle d'avoir accepté de témoigner pour les actes. Et merci de mon travail, d'avoir donné accès à cette chaîne et d'avoir autorisé à l'utiliser dans le cadre du podcast. Et ben, je vous fais des bisous, et à bientôt, au revoir. Yo!